La vie est difficile pour Margaret depuis son retour à Clearwater, dans le Montana. Depuis qu'elle est sortie de cure de désintoxication, ses parents la tiennent sous leur coupe, ne la quittant jamais des yeux, inquiets qu'elle puisse rechuter à nouveau. Tellement condescendant, comme si elle n'était qu'une gamine, pas une femme d'une vingtaine d'années. C'est aussi le mois de juin le plus sec ici depuis des décennies, avec une chaleur accablante. Le genre de température oppressante et étouffante qui rend presque impossible de dormir la nuit. Et quand elle parvient enfin à dormir, elle se rend compte qu'elle fait les rêves les plus étranges. Dans le rêve récurrent, elle se voit comme une mère dans une tribu, il y a des centaines ou des milliers d'années. Une terrible épidémie a frappé leur village, rendant leurs enfants malades, couvrant leur peau de terribles croûtes noires. Elle ignore si son organisme est en train d'éliminer quelque chose, mais cela paraît si réel. La dernière chose dont elle se souvient dans l'un de ses rêves, c'est qu'un ancien du village l'a conduite dans une tente, lui a montré un bol d'eau fraîche et limpide, et lui a dit « Voici notre salut ». Lorsqu'elle se réveille, elle voit des nuages sombres traverser le ciel. Enfin la pluie. Cette ville en avait besoin après une si longue période de sécheresse. Elle n'a absolument aucune idée que cette pluie pourrait bien être la dernière chose qu'elle verra de sa vie. Elle arrive d'abord sous forme de fine brune. Elle trouve cela presque apaisant, comme un métronome pour son esprit agité, quelque chose de constant dans un monde rempli d'incohérences. Le premier jour de la pluie, Daniel, son ancien petit ami et accessoirement son ancien dealer, essaie de lui rendre visite. Elle le chasse, affirmant ne plus vouloir le revoir, consciente que si ses parents le trouvaient là, ils l'enterreraient sous la pelouse avant la nuit. Pourtant, la pluie continue. Il pleut encore à verse le lendemain. Elle n'y pense pas vraiment. C'est toujours comme ça après une longue période de sécheresse, non? Rien d'inquiétant. Le signal télé et radio est un peu brouillé, mais de toute façon, tout ça n'est que du bruit. Lorsqu'un signal finit par passer, la voix grésillante d'un présentateur météo local annonce l'arrivée d'une tempête. Pas de souci. Demain, ses vieux amis viennent pour reprendre leur campagne de donjons et dragons. Au moins, elle a quelque chose de sympa à attendre avec impatience. Mais il ne plaisantait pas à propos de cette tempête, n'est-ce pas? Elle gronde comme la colère même de Dieu. La foudre déchire le ciel. La pluie tombe en nappes glacées. Sa voix devient vite rauque parce qu'elle doit crier pour se faire entendre par-dessus le vacarme du tonnerre et de la pluie, même à l'intérieur. C'est de quoi rendre fou. Elle sait pourtant qu'elle n'est pas aussi folle que d'autres dans cette ville. Même au milieu de cette pluie terrible, elle peut voir des silhouettes marcher dans la rue. Elle ne peut pas les distinguer en détail, mais elle voit qu'aucune d'elles ne porte de parapluie. Elle rit seule, bien que cette pensée la trouble étrangement. Peut-être sont-ils simplement des coureurs très attachés à leurs habitudes. Seulement dans le Montana. Le lendemain, elle est choquée de découvrir que ses amis ont bravé la tempête pour arriver chez elle. Jared, Mike, Sam et Isabelle, le meilleur groupe de D&D qu'on puisse espérer. Il oublie presque la tempête, absorbé par l'aventure et prêt à attaquer le redoutable roi Lich. La vie semble presque redevenir réelle pour Margaret, comme avant Daniel, avant l'addiction, avant la dépression et la cure de désintoxication. Tout cela n'est qu'un autre rêve, jusqu'à ce que des coups frappés à la porte d'entrée la réveillent. Ils se fichent tous lorsqu'ils le remarquent, comme s'ils pressentaient que ce moment est l'un de ces moments charnières où une nouvelle phase de la vie s'amorce. Peut-être l'ont-ils imaginé, peut-être que pluie et vent projettent des débris contre la porte, jusqu'à ce que cela recommence. 3 coups brefs et secs. Impossible à confondre. Quelqu'un veut qu'ils ouvrent la porte. Personne ne dit un mot, mais Jared décroise les jambes et s'avance vers la porte. Il regarde à travers le judas et s'arrête, à peine croyant ce qu'il voit. Il ouvre la porte, comme en transe, et révèle ce qui attend de l'autre côté. C'est une famille, un mari, une femme et 2 jeunes enfants, tous debout sous la pluie. Le père, sans hésiter, dit « Qu'est-ce que vous faites dans ma maison ?» Jared ne sait pas quoi répondre. Le père paraît si sûr de lui que Jared doute un instant de sa propre raison. Margaret regarde toute la scène au ralenti alors que sa mère entre, pleine de confusion et de sa fureur habituelle. « Puis-je vous aider ?» dit-elle. Le père répète « Que faites-vous dans ma maison ?» Il franchit le seuil. Jared s'avance pour essayer de l'intercepter, mais le père l'attrape soudainement par le col, plus vite que quiconque ne peut réagir. Il projette Jared comme un jouet, lui fracassant dos et tête contre le mur proche. Jared s'effondre au sol en tas, saignant du cuir chevelu, assommé. Tout le monde crie, sauf la mère de Margaret.
Elle saisit un club de golf dans un sac proche et l'abat sur le père. Mais au lieu d'un bruit sourd habituel, c'est un bruit d'éclaboussure écœurant qui retentit. Le club s'enfonce dans une cavité sur la poitrine du père, et rien d'autre que de l'eau froide et claire ne s'écoule de la blessure. « Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ?» Il n'attend pas de réponse. Au lieu de cela, il plaque la mère de Marguerite au sol et commence à lui asséner une rafale de coups de poing fracassants au visage, répétant « Ma maison, ma maison !» à chaque coup furieux. Ses jambes tressaillent au premier coup. Elle ne bouge plus pour le reste. En moins de 5 minutes, la vie de Margaret a explosé sous ses yeux. Il semble inutile de se défendre. Sa mère est déjà morte, son sang s'infiltrant dans le sol stratifié. Ils portent ensemble le corps de Jared jusqu'à la camionnette de Mike sous la pluie, tandis que Margaret distingue, impuissante, des scènes terribles dessinées en ombre sous l'averse. La violence règne dans les rues. Des inconnus attaquent ses voisins de toujours. Ils les frappent, étranglent, tirent ou poignardent. C'est digne d'un cauchemar. Tout le monde monte dans la camionnette, Margaret s'asseyant à l'arrière avec Sam et Jared inconscients, Mike conduisant, Isabelle assise à l'avant. Ils peuvent seulement conduire, tenter d'emmener Jared dans un hôpital hors de la ville et appeler à l'aide face à la folie sous la pluie. Ils doivent juste quitter la ville en voiture. Il suffit de quitter la ville en voiture. Margaret s'évanouit et elle fait un autre rêve, une suite du précédent. Elle et les survivants de la peste se tiennent devant ce qu'elle sait, d'une manière ou d'une autre, être une source sacrée. Des corps couverts de croûtes et cicatrices les entourent. Les 18 survivants parmi les centaines de morts s'efforcent de les plonger dans l'eau, sachant que grâce à ce cycle, peut-être d'une certaine manière, ils pourront être purifiés et renaître. Elle se réveille au son de cris qu'elle n'a jamais entendus auparavant. Le corps de Jared bout. Pas chaud, il bout littéralement. Des bulles éclatent partout sur sa peau et de la vapeur blanche s'échappe de chacun de ses pores, remplissant la camionnette. Ils essaient de l'aider, puis de prendre leur distance, mais il est trop tard. Jared éclate comme un ballon d'eau, devenant un nuage de vapeur et d'eau flottant à l'arrière de la camionnette. Leur ami de tant d'années vient de disparaître. Evaporé. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est conduire et chercher de l'aide, mais cela ne semble pas fonctionner non plus. Malgré la pluie battante en quittant la ville, Mike, les larmes aux yeux, appuie à fond sur l'accélérateur. Mais très vite, il revoit encore ce fichu panneau. Bienvenue à Clearwater. Ils ne peuvent pas partir. Ça les ramène toujours ici. Et à chaque fois, c'est pire. La pluie ne s'est pas arrêtée, mais la ville semble maintenant abandonnée. Il fait sombre dans beaucoup de bâtiments. Il n'y a pas une âme qui vive, mais une sensation de menace plane à chaque coin de rue. La mère de Margaret est morte. Jared est mort. Qui sait combien d'autres? Et ces cinglés sont toujours là dehors, quelque part. Ils ont besoin d'un lieu pour se cacher en attendant que ça passe, si jamais ça finit par passer. Ils choisissent le magasin de sport de Derk car il y a des armes pour se défendre. Ils prennent chacun une arme et dorment à tour de rôle, mais rien ne semble changer. La tempête fait toujours rage dehors. La pression semble monter. « Je vais aux toilettes », dit Mike, sa voix étrangement hantée. Il entre dans la salle de bain avec son fusil à pompe. Quelques instants plus tard, un coup de feu retentit. De l'eau s'écoule sous la porte. Ils savent, sans même ouvrir la porte, que Mike ne les rejoindra plus jamais. C'est comme s'ils n'avaient même plus assez d'eau dans leur corps pour pleurer. Le lendemain matin, ils comprennent à quel point leur situation est foutue quand Sam regarde par la fenêtre. Il y a des gens dehors, des centaines, rassemblés sous la pluie, qui observent le magasin de sport, attendant, et ils savent que le temps joue en leur faveur. Sam part cette nuit-là. Elle sort simplement sous la pluie, dans les bras des autres. C'est sans doute la façon la plus douloureuse de céder et d'en finir, mais Margaret ne supporte pas de regarder par la fenêtre. Comment peut-il encore pleuvoir? Dans une peur qui traverse son cerveau comme une lance glacée et qui fouette sa matière grise jusqu'à la folie, Margaret, accroupie seule dans le magasin de sport de Dirk, écrit une note dans son journal avec des doigts tremblants. N'espérant plus s'échapper, n'espérant plus être secourue, elle veut simplement laisser quelque chose, un fragment de son cœur, de son esprit et de son âme, qui survivra au terrible changement. Qui rappellera à quiconque trouvera ceci qu'elle a été ici un jour, qu'elle a existé, qu'elle a été un être humain autrefois. Dans mon rêve, je suis la tempête et je hurle. Le vent me fouette comme des rasoirs qui lacèrent mon corps.
La pluie glacée mord ma peau. Sauf que je n'ai pas de corps. Je n'ai pas de peau. Le vent fait partie de moi. La pluie vient de moi. Chaque seconde, je me déchire et me reforme, je me déchire et me remodèle, jusqu'à ce que je sois dispersé sur des kilomètres de tempête, piégé dans la tourmente. Autour de moi, j'entends les cris de mon village. Je sens leur présence contre la mienne. Tout autant partie intégrante de la tempête que moi. Nous nous battons, nous luttons, mais la tempête ne peut pas être brisée. Elle déferle sur la terre, nous entraînant dans son sillage. Et puis je tombe, me précipitant vers le sol. Pendant un instant, la terre m'enlace. Je me souviens de ce que ça faisait de sentir la terre sous mes pieds, le soleil sur ma peau et l'air frais dans mes poumons. Jusqu'à ce que la tempête me vole à nouveau et que je sois ramené dans les cris de mes camarades. Je me suis réveillé. Isabelle avait disparu. Juste une flaque d'eau sur le sol. Je crois que la pluie me parle. Je l'entends depuis mon réveil. Je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais les murmures à mon oreille s'intensifient. Quand je me bouche les oreilles, c'est toujours là. Si je crie, ça couvre même mes cris. J'essaie d'écrire juste pour me concentrer sur autre chose, mais cette putain de voix est toujours là, et je sais ce qu'elle veut que je fasse. Elle veut que je la rejoigne. Je suis son enfant, et je lui manque. Elle ne supporte pas d'être séparée de moi. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Les étrangers sont toujours dehors, ils m'observent, ils attendent mon choix, parce qu'ils savent quel sera mon choix, n'est-ce pas? Cela ne peut se terminer que d'une seule façon. L'eau est éternelle. L'eau restera, peu importe à quel point elle devient polluée. À la fin, nous devenons tous la pluie. Je ne veux pas y retourner. Si tout ce que vous avez entendu sur SCP-3300 vous effraie, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai peur que mes vidéos disparaissent de votre fil d'actualité, alors que je sais que vous allez les adorer. Les procédures spéciales de confinement pour éviter que cela n'arrive sont de vous abonner à la chaîne du Dr Bob et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre enquête. Il se passe clairement quelque chose de louche à Clearwater, dans le Montana, mais ce qui s'est produit ici reste tout sauf clair. C'est pourquoi la fondation SCP s'est impliquée et a donné à ce phénomène terrifiant la désignation SCP-3300. SCP-3300 est un événement annuel qui frappe la petite ville de Clearwater, dans le Montana, vers la mi-juin et qui dure entre 6 et 18 jours. Au cours de cet événement, toute la population de Clearwater est remplacée par des individus complètement différents, connus sous le nom de SCP-3301. La Fondation peut savoir quand l'événement commence, car il débute toujours par une pluie d'été anormale, qui dure environ 48 heures. La pluie reste confinée à la ville et se produira même si la région environnante est complètement sèche. Après les premières 48 heures, la période de pluie légère de l'événement prendra fin et sera remplacée par un orage grondant qui frappera la ville pour le reste de la durée de l'événement. Avant que la Fondation ne découvre un journal de 1995 relatant précisément les événements de notre histoire, nous ignorions tout de cette période. Lors des orages, les agents de la Fondation ne parvenaient généralement pas à entrer dans la ville, certaines tentatives se soldant par l'entrée d'un agent, qui ressortait aussitôt de l'autre côté. Lors d'incidents moins chanceux, du personnel et du matériel ont pu entrer dans la ville pendant un événement SCP-3300. Ils n'ont simplement pas pu repartir ensuite. Après l'événement, tous les habitants de la ville seront remplacés. Ils auront une nouvelle apparence, une nouvelle vie, de nouveaux noms et souvenirs, sans rien savoir de leurs prédécesseurs, du monde d'avant ou de leur création. Au mieux, la seule véritable chose dont ils pourront jamais parler sera la nature exceptionnellement violente de la tempête. Ces étranges changes-là agissent comme des humains ordinaires, mais aucune trace administrative ne permet de les authentifier. Ils n'ont également aucune idée qu'ils sont eux aussi condamnés à être remplacés l'année suivante. Fait intéressant, les chercheurs ont observé une certaine, rémanence. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois les nouveaux partagent des détails avec ceux qui le remplacent. Des emplois, des traits physiques, des souvenirs, des professions, des personnalités. Ce que cela signifie dans un sens plus large reste honnêtement encore flou. Je ne peux m'empêcher de dire que je trouve cela inquiétant, en plus du caractère perturbant du reste. Nous avons tous les deux effectué des examens médicaux sur les habitants vivants et pratiqué des autopsies sur les morts.
Et au cours de cela, nous n'avons trouvé même la plus petite différence entre eux et les êtres humains normaux. À tout point de vue, ils sont exactement comme vous. Tout cela soulève sans doute des questions préoccupantes, dont la principale est peut-être pourquoi cette histoire n'a pas encore échappé au confinement. L'accès à la ville reste ouvert, Internet existe, et les habitants gardent sûrement des liens avec l'extérieur. Vous pouvez chercher la ville de Clearwater, Montana sur Google et enquêter sur ces événements étranges. Le problème, c'est que vous l'avez peut-être déjà fait. En plus de toutes ces autres propriétés anormales, SCP-3300 possède un puissant effet antimémétique qui empêche la diffusion de ces horreurs. Contrairement à de nombreux antimèmes, celui-ci ne fait pas oublier la ville de Clearwater, Montana, aux personnes affectées, mais rend presque impossible de s'y concentrer. Si vous pensez à cette ville en dehors du cadre de cette vidéo, qui comporte de puissants symboles amnésiques, vous remarquerez que votre attention commence à dériver vers d'autres sujets, tandis que ces terribles vérités s'estompent en arrière-plan. Et ce n'est pas seulement vous. Même les personnes ayant de la famille ou des amis proches dans la ville peuvent être conscientes de ce changement, mais elles ne réagissent que lorsqu'on le leur rappelle immédiatement. Sinon, cela quitte rapidement leur esprit, et ils ne semblent pas vraiment dérangés par le remplacement permanent d'un être cher. Ils s'effacent comme des larmes sous la pluie. En raison des vastes implications de SCP-3300 et de l'imprévisibilité inhérente à un scénario impliquant autant d'êtres sensibles, il a reçu la classification de confinement Euclide, avec des procédures de confinement relativement étendues pour y correspondre. La ville a été bouclée et est sous surveillance constante, avec un poste d'observation à distance installé à moins de 5 km de la ville. Après certains incidents, les explorations menées par du personnel lors des événements SCP-3300 ont été expressément interdites afin de limiter les pertes potentielles au sein de la Fondation. Pendant un événement SCP-3300, les consignes pour le personnel de l'équipe d'observation sont de se replier à une distance de 5 à 10 km de la ville afin de garantir leur sécurité. Toute activité qui sort de l'ordinaire par rapport aux autres événements enregistrés sera consignée dans le dossier principal. Toute tentative de civil d'entrer ou sortir de la ville durant l'événement sera empêchée par la force non létale. Tout exemple de SCP-3300-01 capable de quitter les limites de la ville pendant l'événement est détenu et interrogé par ce qu'ils croiront être des policiers ordinaires, mais qui sont en réalité du personnel de la Fondation SCP. Après le contrôle, ils pourront continuer leur voyage sous étroite surveillance de la Fondation. Pour contrer tout effet antimimétique que la ville provoque chez les personnes à proximité, le personnel affecté à l'affaire SCP-3300 doit suivre obligatoirement un cours hebdomadaire de mnémotechnique de classe Y, ce qui garantira qu'ils se souviennent de chaque détail de leur service et conservent la concentration nécessaire pour réellement agir en conséquence. Dans la mesure où la réponse de la Fondation peut être considérée comme faisant réellement quelque chose, au lieu de simplement observer le déroulement des événements. On dit qu'aucune goutte de pluie ne croit jamais qu'elle cause l'inondation. Une réflexion philosophique sur la nature de la responsabilité individuelle dans le contexte d'une action collective. Comment une goutte de pluie saurait-elle qu'elle en était une? Cette question est aussi insoluble que de savoir si vous étiez vraiment vous-même hier. Et comment pouvez-vous être sûr que vous serez toujours vous-même demain? Quoi qu'il en soit, je suis sûr que vous vous sentirez attiré par des anomalies encore plus terrifiantes comme SCP-3852. More Bodies in the Water, Small Town Justice.